Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de l'OIT, un podcast de l'OIT où nous abordons les problèmes et les problématiques du monde du travail et les profondes transformations qu'il est en train de vivre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle et de son impact sur le futur marché de l'emploi. Un impact difficile à estimer entre les pessimistes qui craignent une explosion massive du chômage et les optimistes qui croient en la destruction créative ou en l'avènement d'une société sans travail. Alors, pour en parler, nous avons Antonio Casilli, professeur de sociologie à l'Institut Polytechnique de Paris et co-directeur du groupe de recherche DeepLab. Monsieur Casilli, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, nous allons parler en particulier de ChatGPT, une intelligence artificielle développée par OpenAI, une entreprise américaine de recherche et de développement spécialisée dans l'intelligence artificielle. Ce n'est pas la première fois que des avancées technologiques ont un impact sur le marché du travail. L'affirmation selon laquelle les nouvelles technologies se substitueraient à la nécessité de main-d'œuvre est une vision qui n'est pas nouvelle. Alors, dans le cas de ChatGPT, est-ce qu'il s'agit d'un saut technologique majeur? Est-ce que cela va vraiment changer les choses, Monsieur Casilli? Alors, il s'agit certainement une famille de modèles d'intelligence artificielle, de solutions d'intelligence artificielle qui sont présentées aux investisseurs et à l'opinion publique comme absolument révolutionnaires, surtout parce que ils ont une taille faramineuse. Donc, on parle avec ChatGPT et plutôt les deux modèles qui sont à la base de ce produit, donc qui s'appellent respectivement GPT-3 et GPT-4, on parle de plusieurs centaines de milliers de milliards de paramètres pour faire tourner cette intelligence artificielle. Or, ça peut paraître abstrait, mais en réalité, disons que cela est présenté aux personnes qui sont des experts dans ces sujets comme une révolution. Il s'agit en réalité de la convergence de deux types d'intelligence artificielle. D'une part, ce qu'on appelle les intelligences artificielles génératives, donc celles qui peuvent produire des textes, des images, des vidéos, de la musique, et ainsi de suite. Et de l'autre, des modèles qui s'appellent LLM, c'est-à-dire des modèles de très grande taille et qui sont surtout utilisés pour gérer le langage. Et ChatGPT, en tant que chatbot, en tant qu'agent conversationnel, se présente en tant que tel, comme un modèle linguistique, mais en même temps, il fait beaucoup plus que ça, ou alors il promet de faire beaucoup plus que ça. Après, ses performances sont tout à fait relatives. Il y a aujourd'hui énormément de anthropomorphisation, c'est-à-dire que nous-mêmes nous projetons en tant qu'usagers de cette solution d'intelligence artificielle beaucoup de nos attentes, beaucoup de nos desiderata sur ce logiciel finalement, voilà. Et donc un peu comme des parents qui seraient très fiers d'un enfant et qui seraient prêts à reconnaître que cet enfant est un génie au moindre geste ou à la moindre parole, même s'il s'agit de balbutiements et de gestes maladroits. Voilà, nous-mêmes sommes en train de peut-être attribuer trop de valeur à cette intelligence artificielle, ce qui évidemment est parfaitement dans la lignée politique et économique des investisseurs et des concepteurs et des propriétaires de cette solution de IA. Alors, un enfant, comme vous dites, qui a provoqué énormément de remous et de grandes inquiétudes normalement et en particulier, sur le marché de l'emploi. Alors j'ai demandé à ChatGPT quel serait son impact sur le marché de l'emploi et voilà ce que ChatGPT, répond. Il répond qu'il peut potentiellement donc avoir un impact sur le marché de l'emploi dans plusieurs domaines, notamment la traduction, l'écriture de contenu, l'assistance virtuelle, la recherche en ligne, la formation en ligne et bien plus encore. Et il dit également, ce logiciel, que l'impact sur le marché de l'emploi dépendra de la manière dont les entreprises et les travailleurs s'adaptent à cette technologie, que certains emplois pourront être automatisés ou remplacés, mais également il y aura peut-être de nouveaux emplois
qui pourront être créées. Alors, est-ce qu'il faut déjà s'y mettre? Que vous semble cette estimation du propre chat GPT? Alors, cette estimation me paraît tout à fait intéressée et biaisée du point de vue même idéologique. C'est pas au hasard que les domaines dans lesquels ChatGPT même annonce qu'il va avoir un impact sont des domaines économiques dans lesquels l'entreprise OpenAI, donc l'entreprise qui produit ChatGPT, se prépare à être engagé donc dans la formation en Donc a ligne, elle-même la des traduction. intérêts. Bah Voilà. oui, donc clairement, c'est clair que le produit parle la langue des propriétaires du produit. Ça, c'est pas une nouveauté. His master's voice, comme on disait dans le siècle passé en anglais. Mais il y a aussi beaucoup plus que ça. On est face avec ChatGPT et en général aussi à tous les produits GPT de OpenAI, face à une véritable déferlante de publicité finalement déguisée en crainte, voire en menace d'un impact qui pourrait effectivement déranger certains équilibres. Alors, clairement, le discours que OpenAI porte sur le monde du travail s'inscrit dans cette logique-là. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, des chercheurs, dont 3 chercheurs de OpenAI et un chercheur universitaire qui était un peu la caution académique, ont publié un article qui par ailleurs n'est pas un article publié dans une revue. Hein, il s'agit tout simplement d'un article auto-publié dans une archive en ligne qui annonçait que 80% des métiers allaient être exposé. Alors, ça c'est très ambigu comme Oui, définition c'est très vague. Oui. voilà, à l'intelligence artificielle et en particulier les personnes qui ont un plus haut niveau d'études allaient être touchées. Alors, évidemment, il y a beaucoup de problèmes. J'ai déjà précisé que cette étude a plus de limitations que de résultats et que en plus on est face à cette prophétie de la fin du travail ou de l'automatisation complète ou du remplacement des travailleurs humains par des processus automatiques, qui est toujours la même rengaine, la même prophétie dystopique qu'on retrouve tous les 10 ans. Si vous y pensez, il y a 10 ans, on avait un célèbre rapport de l'université de Oxford, publié exactement 10 ans, 2013, qui s'appelait The Future of Employment, le futur de l'emploi, qui annonçait que 47% des jobs aux États-Unis allaient disparaître. Et 10 ans avant, on avait encore d'autres prophéties dans ce sens-là. Donc, il y a une cyclicité de ces discours et figurez-vous, ces prophéties-là ne se réalisent jamais. Alors, elles sont aussi suffisamment vagues pour pouvoir être après remises en doute par les auteurs mêmes. Et je pense qu'on n'est pas loin de cette situation avec ChatGPT et ses annonces. Mais il y a aussi un élément important. ChatGPT et ses annonces de menaces qu'il ferait peser sur le marché du travail sont des outils de discipline de la force de travail. Finalement, les travailleurs constamment exposés à ces peurs plus ou moins fantasmatiques sont poussés par ces discours et par ces acteurs sociaux et économiques à finalement se tenir à carreau, respecter tout un tas de règles et ne pas trop protester parce que on leur fait, disons, imaginer que le risque est que des robots les remplacent. Or, la réalité, malheureusement, est une autre et n'est pas plus rose. C'est-à-dire que le risque est plutôt que les travailleurs aujourd'hui soient, donc les travailleurs au sens aussi surtout de personnes employées formellement avec un contrat à temps déterminé,
à durée indéterminée, soient remplacés par des personnes qui ont des contrats plus précaires, qui sont moins bien payés, dont les droits sont moins respectés, et fort souvent qui se trouvent dans des pays de externalisation ou de offshoring dans lesquels le niveau moyen des salaires est plus bas, et donc surtout l'utilisation d'infrastructures numériques, y compris celles mises en place par OpenAI et par ses partenaires comme Microsoft, Google, Amazon, etc., contribue à cette externalisation forcée qui est aussi une forme de précarisation extrême. Donc justement, donc plus qu'une suppression d'emplois, une plus grande précarisation. Et vous qui parlez de rapports, qui, tous les 10 ans annoncent des résultats, catastrophiques, justement, il y a un rapport paru récemment par Goldman Sachs qui estime à 300 millions le nombre d'emplois dans le monde que des systèmes d'intelligence artificielle seraient susceptibles de remplacer, c'est-à-dire un quart de l'activité mondiale. Il ne parle pas seulement de tâches administratives, mais aussi de forces armées, l'agriculture, la forêt, la pêche, seraient aussi des secteurs sensibles à des automatisations de processus. Mais la Banque américaine parle aussi d'une avancée majeure dans la création de nouveaux emplois et d'un coup de fouet à la productivité mondiale en augmentant de 7% le PIB mondial. Alors, est-ce que nous sommes encore face à donc un rapport un petit peu exagéré, puisque nous en sommes un peu au début de ce processus, et qui en fait masque, comme vous l'avez dit, d'autres enjeux, comme celui de la précarisation? Bah, l'exagération est évidente, et je pense que les 2 facteurs qui jouent pour, comment dire? Permettre cette exagération sont d'une part la productivité, ou plutôt ce que ce rapport dit sur la productivité, qui est, entièrement faux, et la question de réduire, le travail à un ensemble de tâches. Donc d'abord, la productivité. Ce que les statistiques nous disent est que depuis plusieurs décennies, et surtout depuis l'arrivée de l'automatisation intelligente, donc tout ce qui relève effectivement de solutions d'intelligence artificielle appliquées au monde du travail, on assiste à une baisse généralisée dans tous les pays du monde de l'augmentation du taux de productivité. Et donc, effectivement, ce serait, si l'évaluation, l'estimation de Goldman Sachs était correcte, ce serait un truc complètement contre-intuitif, un renversement total de cette tendance statistique, ce qui paraît assez improbable. Après, il y a le problème qui est de nature méthodologique, le fait de continuer à considérer le travail comme un ensemble de tâches. Donc, par exemple, que sais-je, je suis infirmier, et donc je réalise une tâche d'assistance aux patients, une tâche d'enregistrement d'informations dans un ordinateur, une tâche de participation à des réunions, et ainsi de suite. Et après, donc ce type d'estimation considère, bon, ok, dans chaque métier, il y a par exemple 10 tâches. Si j'arrive à automatiser 5 ou 6, donc la majorité, je peux considérer que ce travail est automatisé, et donc que cet emploi disparaît. La réalité ne se passe pas comme ça. La réalité est que, malheureusement pour les travailleurs, face à ces formes d'automatisation, surtout lorsqu'elles sont présentées comme des gains en termes de productivité, ce qui, que je viens de le dire, peut être mis en doute, les employeurs ont plutôt tendance à surcharger le cahier des charges des personnes qui s'occupent de différentes fonctions, et donc finalement à augmenter le travail face à une baisse des salaires réels. Par exemple, dans n'importe quel métier, je pourrais même citer mon métier à moi, qui est donc celui de enseignant universitaire et chercheur, a évolué dans les dernières décennies. Bon, comparé à la génération précédente, parce que tout un tas de fonctions, par exemple, qui étaient de nature administrative, communicative, donc gérer par exemple des emails, gérer des fichiers Excel, gérer des bilans qui normalement auraient dû être réalisés par d'autres personnes, sont aujourd'hui réalisés par moi-même, et donc ce n'est pas un robot qui a remplacé un emploi, mais c'est moi-même qui me
retrouve à travailler davantage par rapport aux générations précédentes ou même aux décennies précédentes. Et faire des tâches pour que vous ne force pas forcément avez envie de faire. Mais c'est justement quand même tout ce débat illustre tout de même le grand malaise qui maintenant se vit dans le monde du travail, sur les changements, que, on a l'impression de ne pas contrôler, ces robots qui d'un seul coup vont remplacer les humains, ces tâches, comme vous disiez, que vous-même vous faites et que vous ne faisiez pas il y a 10 ans. Et en particulier, c'est vrai qu'en France, il y a tout ce débat sur le travail des seniors qui ont l'air plus vulnérables à des nouvelles tâches, une formation pour lesquelles ou des travails pour lesquels ils ne sont pas forcément préparés. Alors tout ça, ça fait quand même que tout le débat sur le marché du travail, et si en plus nous avons ce que vous considérez plus ou moins comme ce gros coup de pub de chat GPT, ça fait que c'est pas évident de savoir un peu comment va évoluer le monde du travail dans les prochaines années. Oui, tout à fait. Il y a quand même certaines tendances qui se dégagent et heureusement, l'OIT aussi participe avec nous dans le groupe de recherche DeepLab à, disons, une vague généralisée de enquêtes et de analyses de certaines transformations du monde du travail qui ont un lien avec l'intelligence artificielle. Je fais référence, par exemple, aux travaux des économistes Oumarani ou Gianni Berg de l'OIT, qui, à partir de la moitié des années 10, ont produit des rapports absolument remarquables sur l'émergence de tout le travail des petites mains de l'intelligence artificielle qui sont nécessaires aussi pour produire ChatGPT. Parce que ces intelligences artificielles, bien qu'elles soient présentées constamment comme le résultat du travail d'ingénieurs, data scientists, développeurs de code, etc., sont aussi le produit du travail de personnes qui s'occupent de réaliser des activités beaucoup plus simples parfois, ou alors présentées comme simples, comme par exemple de filtrer des données, modérer des contenus, ou taguer des images, retranscrire des textes. Tout ça est nécessaire pour les intelligences artificielles et c'est pas au hasard si ChatGPT même a été, disons, contraint d'admettre que derrière son intelligence artificielle entièrement automatisée, il y a en réalité une armée de réserve de personnes qui réalisent ce travail de petites mains de l'intelligence artificielle. Donc, quelques mois après le lancement de ChatGPT, Time Magazine a publié une enquête qui dévoile qu'au Kenya, il y a un nombre important de personnes qui ont été recrutées, pas embauchées, parce qu'il s'agit de sous-traitants, embauchés via une plateforme qui s'occupait tout simplement de filtrer tous les messages racistes, sexistes de ChatGPT. Et OpenAI, donc l'entreprise qui produit cette solution, après a été obligée d'admettre qu'elle a recruté des personnes aux Philippines, en Afrique du Sud, en Turquie, en Amérique latine et dans d'autres pays. Et effectivement, c'est important d'aller dans ces pays comme nous le faisons dans le cadre de DeepLab ou comme nos collègues de l'OIT le font, aller dans ces pays, interviewer ces personnes et se rendre compte à quel point, à quel niveau ils sont intégrés à ce processus productif. Il n'y a pas d'intelligence artificielle sans le travail de ces petites mains. Et finalement, ceci est d'une part quelque chose qui semblerait une annonce rassurante, mais en réalité est, à mon avis, la chose qui devrait nous inquiéter davantage. Parce que tant qu'on continue de nier déjà l'existence de ces travailleurs, de les mettre à distance, même distance géographique, pour des raisons économiques, clairement, et tant qu'on continue de présenter l'intelligence artificielle comme entièrement artificielle, là on aura un problème en termes de sous-évaluation de l'impact réel de ces solutions informatiques sur le monde du travail, à mon avis. Par exemple, Elon Musk, le fondateur de Tesla, et des centaines d'experts mondiaux ont signé le 29 mars un appel à stopper durant 6 mois
la recherche sur les intelligences artificielles plus puissantes que ChatGPT-4, le modèle d'OpenAI lancé mi-mars. Dans cette pétition, ils évoquent des risques majeurs pour l'humanité. Ils réclament une moratoire jusqu'à la mise en place de systèmes de sécurité et car ils craignent des perturbations économiques et politiques dramatiques que l'intelligence artificielle pourrait provoquer. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que c'est un petit peu dramatique? Alors, de ma vie de chercheur, souvent mes positions ont changé, mais il y a une seule position qui n'a jamais changé, ne jamais signer une pétition qui a été signée aussi par Elon Musk. D'accord. Donc, la base est que, en général, vous ne feriez pas confiance à, que sais-je, à une secte, ou plutôt vous savez, à ceux qui dirigent une secte ou un parti politique extrémiste pour vous dire ce qui est le mieux pour la société, et en plus en mettant, disons, montrant tout un tas de risques et de menaces qui sont associés à leur propre À activité, leur ce qui est propre, donc exactement le cas. Ce qui est c'est plutôt exactement une le cas. question d'intérêt peut-être économique, mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour orienter ChatGPT face à tous les risques dont vous nous avez parlé? Eh bien, écoutez, le problème est que à ce stade-là, on a depuis des années, depuis une décennie, on ne fait qu'appliquer des solutions a posteriori, c'est-à-dire d'abord les producteurs d'intelligence artificielle produisent leurs solutions, ils ne se préoccupent pas par avance des conséquences potentiellement négatives, et ils se disent bon, si il y aura un pépin, on va le gérer avec nos experts légaux, et éventuellement on va aussi externaliser quelqu'un pour faire une petite étude éthique. Et c'est exactement comme ça qui s'est passé. Google, Meta et d'autres géants de l'informatique qui ont ravagé littéralement nos sociétés pendant des décennies ont largement financé des enquêtes qui après servaient un peu pour disons, être la caution éthique ou sociale de leur activité. Le problème, à mon avis, est qu'il faut arrêter d'adopter cette logique de l'a posteriori ou de gérer la catastrophe lorsqu'elle se manifeste systématiquement, mais plutôt de commencer à avoir une réflexion a priori avec les décideurs publics, avec les représentants de la société civile, avec les producteurs, donc c'est-à-dire aussi les travailleurs qui produisent ces intelligences artificielles, et les représentants du monde de la culture, et ainsi de suite, pour que on anticipe ces solutions avant de les lancer, sans faire cette moratoire de 6 mois. Pourquoi 6 mois? Pourquoi une moratoire et pas une interdiction totale? Il y a dans cette lettre ouverte, dans cette pétition, un aspect qui est un peu dérangeant qu'il s'agisse d'une petite pub déguisée en un cri du cœur ou un cri d'alarme. Eh bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons parlé avec Antonio Casilli, professeur de sociologie à l'Institut Polytechnique de Paris. Nous continuerons à parler des changements qui bouleversent le monde du travail dans les prochaines semaines. Pour l'instant, c'est au revoir et à bientôt pour un prochain épisode des Voix de l'OIT.